Voilà, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire un cours sur les file systems et plus précisément sur une technologie qu'on appelle LUKS qui permet d'encrypter toute une partition. De manière à sécuriser, vous avez un root file system, vous avez des données qui sont sur une SD card et ça va permettre d'encrypter toute cette partition et cette partition sera protégée par un mot de passe. Ensuite, on va continuer avec ce qu'on appelle un initramfs, qui est un root file system qui se trouve en mémoire RAM et qui permet, lorsque le noyau Linux démarre, ce noyau Linux démarre ce root file system en RAM et on peut faire certaines choses ici et ensuite on peut démarrer le vrai root file system. Voilà, donc Lux, vous avez ce Lux Linux Unified Key Setup. Et on va voir, on va utiliser principalement le programme Crypt Setup, dmcrypt, etc. Donc Lux, c'est un standard Linux qui permet d'encrypter un disque dur ou plus précisément une partition. Euh, on va voir que les informations, le matériel cryptographique nécessaire pour encrypter une partition est stocké dans le header de la partition de manière chiffrée, bien sûr. Et ça a l'avantage, c'est que la partition eh bien, peut être déplacée d'un ordinateur à l'autre. Si vous avez ça sur une clé USB ou si vous avez ça sur un SD card, eh bien, que vous prenez cette clé USB ou cette SD card sur l'ordinateur 1 ou l'ordinateur 2, si vous fournissez le bon mot de passe, eh bien, vous pourrez accéder à vos données parce qu'elles pourront être décryptées. LuxDMCrypt décrypte une partition entière. Alors, comment est-ce que c'est construit? On a le user space habituel de Linux, le kernel Linux ici, et puis le Physical Block Storage, le disque dur, la partition, le SD card qui est là. On va voir que dans le user space, on va utiliser le programme Crypt Setup qui lui va générer un node file. Un node file qui se trouvera dans le répertoire /dev mapper. Et là, vous avez un nom de node file. Rappelez-vous, un node file permet de communiquer entre le user space et le kernel space qui est ici. Dans le kernel space, vous avez le Lux interface qui, je l'ai mis ici. Voilà, il est par là, le Lux interface. Vous avez un programme qui s'appelle dmcrypt. Ce dmcrypt, c'est lui qui va encrypter les données, encrypter et décrypter les données. Et puis, vous avez le driver qui permet d'accéder bien à la carte, à la SD card, à certains disques durs, à un USB stick, etc. Voilà. Crypt Setup utilise ces deux node files qui génèrent des nombres aléatoires /dev random /dev urandom. On verra dans un des labos, on devra mettre le programme Crypt Setup dans un initramfs, un RAM system, un root file system en RAM, et il faut à tout prix créer ces deux node files ici. Sinon, Crypt Setup ne fonctionne pas. Alors, dmcrypt device mapper va encrypter et décrypter de manière transparente tout ce qui se passe en direction du disque dur. Typiquement, toutes les données qui vont être écrites sur un disque dur qui est formaté avec LUKS, eh bien, ces données seront encryptées et lorsqu'on va faire un read de ces données, elles seront décryptées. Et effectivement, quand on va faire un read des données,
je suis ici et je veux lire une donnée qui est sur le disque dur, on va passer par le dmcrypt qui va décrypter ces données. Si j'écris un fichier sur cette partition LUKS, eh bien, dmcrypt va encrypter les données, et ça de manière transparente. Pour l'utilisateur, on ne voit absolument pas qu'il y a cette couche de chiffrement entre les deux. Alors, ce device mapper est introduit dans ce noyau Linux. Il permet principalement de faire le management, le logical volume management. Lorsque vous avez une partition qui se trouve sur plusieurs disques, il est possible de faire un management de cette partition avec ce logical volume management. Et entre autres, il permet de déchiffrer des données. Alors, le principe, on utilise des algorithmes symétriques pour pouvoir chiffrer avec un mode d'encryption AES par exemple, CBC ou autre mode. Il y a une clé de chiffrement qu'il va falloir donner. Et puis, il y a toujours un vecteur initial. C'est tout du matériel cryptographique qui va être mémorisé dans cette partition header qui est ici. On ne peut pas utiliser dmcrypt sans autre, il faut l'activer sur le noyau Linux. Pour le faire, on doit configurer le noyau Linux et puis venir dans Device Driver, Multiple Device Driver et puis activer ça là. De manière à avoir le programme Crypt Setup sur le NanoPi, on doit ajouter un nouveau package dans buildroot. Donc on doit modifier buildroot avec make menu config et ajouter ce package ici. Alors, un exemple ici, dans le cours, je donne un exemple avec une troisième partition sur une SD card. On va faire en direct ici, je vais prendre une clé USB où je vais faire une partition et puis effectuer toutes ces différentes commandes sur cette clé USB. Alors, là, je plug ma clé USB. Ah, connect to Linux, voilà. Alors, j'avais déjà fait. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est déjà sudo. Alors, si je fais cette MOUNT, alors ls-al/dev sd. Voilà. J'avais déjà fait avant, c'est pour ça que j'ai eu ces mots de passe à rentrer. J'ai ma clé USB qui est visible, oui, sur cette partition ici. Elle est visible dans /sdd, puis c'est cette première partition qui est là. Ce que je vais faire, sudo fdisk/dev sdd. Voilà, je peux voir ici, j'ai créé une partition, voilà, qui fait 1 GB sur cette clé USB. Et elle est accessible par SDD1. Donc, Git, voilà. Maintenant, donc j'ai mon device qui s'appelle /dev sdd1 ici. On va créer une partition LUKS. Ça, c'est la commande pour créer une partition LUKS où je dois prendre Crypt Setup. Le debug, c'est quelque chose d'optionnel. Ça nous permet de voir plus d'informations, voilà, tout simplement. Ça, c'est quelque chose, si vous fabriquez une partition LUKS sur un système avec beaucoup de mémoire RAM, il n'y a aucun problème. Si vous le faites sur le NanoPi, vous n'avez pas assez de mémoire RAM et vous devez ajouter cette option ici qui vous raccourcit la mémoire RAM, qui vous diminue la mémoire RAM. Ça, c'est utilisé pour générer le matériel cryptographique. Après, vous avez cette commande-là, luxformat, avec un F majuscule et le nom du device. Il va vous demander un type yes. Attention, le yes est en majuscule. Donc, sudo crypt
setup-debug. Alors, je vais mettre ici "p BK". Je n'aurai pas besoin puisque je suis sur un gros ordinateur, mais ça va un peu plus vite. Memory, elle est à 256 mégabytes. Lux, LUKS, format, slash dev slash SDD1. Voilà. Hop. Pardon. Voilà. Hop. Alors ici, puisque je suis toutes les données qui sont là-dessus vont être effacées. Donc yes. Alors, on doit rentrer une phrase qui est relativement longue. Alors que je mets ici il fait beau. Il fait beau. Et ça, c'est le mot de passe qui va me générer tout le matériel crypto. Voilà, ici j'avais un... Parce que j'ai déjà fait l'exercice avant sur cette partition, il me dit qu'il y a un problème là. J'ai fait, on le reverra juste après, si on fait cette commande dm setup, on voit que j'ai déjà ça là. Et grâce à cette commande là, sudo dm setup remove -f, alors lux, voilà, et là, alors yes, il fait beau, il fait beau, voilà, et maintenant, il est en train de générer tout le matériel cryptographique de manière à pouvoir chiffrer les données. Voilà, tout a été fait ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Là, on a fait cette commande-là. Je peux voir un dump du matériel cryptographique. Si je fais ça, alors sudo crypt setup ks lux dump slash dev sdd1. Voilà. Et maintenant ici, j'ai différentes informations qui m'indiquent quelle est la version, etc., qui se trouve là-dedans, les métadonnées. J'ai notamment, voilà, l'information ici des salt values. Ça, alors, qu'est-ce que c'est que ces informations qui sont là? Ces informations, si je saute un peu plus loin, dans le key generation, j'ai indiqué une passphrase. J'ai indiqué, il y a des salt values qui sont indiqués ici, il y a des nombres d'itérations, il y a différents paramètres et différents algorithmes qui vont être utilisés. Et qu'est-ce qui se passe? Ça me génère une clé, ce qu'on appelle une derived passphrase key. C'est une clé de chiffrement. En parallèle, il y a une master key qui a été générée une fois. Lorsqu'on a fait tous ces calculs ici, lorsqu'on a fait ça, il y a une master key qui a été générée. Cette master key vient encrypter ici. On voit, vous avez ces informations A et S, c'est le type c'est l'algorithme de chiffrement qui va encrypter la master key. Et puis cette master key va être stockée de manière encryptée. Et là, on a ces informations qui se trouvent ici. Ça, c'est le principe qui est utilisé avec cette commande qui est là. Cette commande, pop, là, celle-ci, va nous faire ça. Donc, ça veut dire que quand je vais devoir, là, la master key a été générée une fois, elle est encryptée. Quand je vais devoir utiliser la master key,
Voilà, j'ai la master key qui est encryptée. Je vais devoir donner la passphrase. Il y a ces informations-là qui se trouvent dans le header qui est ici. La sécurité, c'est la passphrase. Il y a la passphrase derived qui va me générer la clé de déchiffrement et ça va me déchiffrer cette master key qui va pouvoir être la master key, on la retrouve ici, et on va l'utiliser pour encrypter ou décrypter les données. Alors, si je continue, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire ici, on va créer un node file qui va permettre de faire le lien entre le user space et le kernel space. Donc sudo crypt setup, depuis ici, donc je fais sudo crypt setup -debug. Le debug est optionnel. Open -type lux. Alors le device slash dev sdd1 et puis j'appelle user fs1. Alors ici, il me demande le passphrase. Alors il fait beau. Voilà. Et puis maintenant, là, qu'est-ce que j'ai après ça? Si je regarde le node file, je dois avoir ls-al slash dev slash mapper. J'ai ce user fs1 qui est ici. Voilà. Donc j'ai ce fichier, ce node file qui a été créé. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais formater ça. Donc quand on formate la partition, qu'est-ce qui se passe? Je suis ici, je suis pas encore là. C'est ici, je vais formater, donc je vais formater la partition, je vais passer par ça là, je vais passer par le dmcrypt, par le driver, et tout le formatage va chiffrer la partition qui est ici. Voilà. Donc sudo mkfs.ext4 slash dev mapper userfs1. On voit que cette commande-là est totalement indépendante, on ne sait pas qu'il y a un lux derrière. Puisque j'ai indiqué le password au préalable, maintenant j'ai ma partition qui est entièrement chiffrée ici. Je peux monter cette partition. Alors, cd work mkdir. Alors je vais mnt, je fais un répertoire mnt. Oh, ls mnt. mkdir t, voilà. Et puis je vais monter la partition sur ce répertoire là. Donc ici j'ai fait ça. Alors, mais j'ai peu. Non, continuons comme ça avec t. Donc ici je vais monter mon disque. Ici je fais un sudo mount slash dev slash mapper user fs1 et je passe par le répertoire T que je viens de créer ici. lst. Et puis maintenant, ça, je vois des données qui se trouvent sur la partition qui est là. Je passe par, alors chez moi ça s'appelle répertoire T ici, je passe par là et je vois des données chiffrées qui sont ici. Maintenant, je peux copier des données depuis ici, ls, qu'est-ce que j'ai comme fichier ici? Alors je fais
rediriger dans t.txt et puis je fais un cp t.txt dans t slash point. Voilà. Alors sudo, effectivement, j'ai monté un. Il faut avoir les droits routes pour le faire comme je l'ai monté ici. Voilà. Donc maintenant, j'ai mon fichier t.txt qui est copié là-dedans et il est copié de manière encryptée. Pour désinstaller ça, donc je dois faire ces commandes habituelles, umount, unmount, slash dev, slash mapper, usf1, sudo, voilà. Maintenant, j'ai encore tout le matériel, enfin, dans la mémoire RAM, vous avez encore des informations de cryptographiques qui existent. Et ici, sudo script setup close user fs1. Voilà. Vous avez ces deux commandes ici qui sont sudo dm setup info-c qui permettent de voir des choses de plus bas niveau. Effectivement, avant j'ai dû l'utiliser pour pouvoir supprimer des informations qui me restaient parce que j'avais commencé la première partition, etc. Alors comment est-ce qu'on l'utilise? Voilà. Ça, c'est les commandes qu'on a faites ici, c'est pour créer la partition, l'utiliser, etc. Si je veux uniquement l'utiliser, la partition a déjà été créée, je dois faire ça là, faire un open de ceci. Il va me demander une passphrase. Quand le open est fait, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je dois faire un mount de cette partition. Quand je fais ça, j'ai ce dev mapper qui est créé. Ensuite, je dois faire un mount de la partition à partir de ce dev mapper dans un répertoire quelconque. Quand j'ai terminé, je fais un umount, un unmount de ce dev mapper. Et puis, je dois faire un remove de ça. Si, comme j'ai dit, il est possible d'utiliser ces commandes-là, dmSetup, pour s'il y a certaines choses qui sont mal passées pour différentes raisons. Mais normalement, ces 4 commandes ici vous permettent d'accéder, les deux ici, et de libérer une partition de type LUKS. Alors, LUKS utilise des algorithmes de type Argon2 ou PBKDF2 pour générer la clé d'encryption, pour générer une clé qui va chiffrer la master key. Alors, voilà, vous avez ces algorithmes qui sont là, la passphrase, les salt values, etc. On a une clé qui est dérivée de la passphrase, et vous avez cette master key qui est générée une fois lorsqu'on fait la commande create, cette commande-là, LUKSFormat, quand on fait ça, vous avez une clé qui est générée et qui est encryptée avec cette clé ici, et puis sauvegardée dans le header des partitions. C'est pour ça qu'on peut prendre une clé USB avec une partition LUKS et puis la transporter sur une autre machine. Là, chose intéressante, on peut mettre plusieurs add keys. Ici, j'ai mis une passphrase. D'accord. Mais il est possible de mettre plusieurs passphrases. Et là, vous pouvez, avec cette commande-là, mettre, on voit des slots qui sont mis ici. Vous avez le matériel cryptographique qui est la clé chiffrée avec la première passphrase, avec la deuxième passphrase ici. Je crois qu'il est possible d'en mettre jusqu'à 8 de passphrases. Voilà, puis là, d'autres informations pour voir la master key, dump master key qui est encryptée dans la partition. Là, j'ai expliqué avant, quand on va utiliser
vous avez la master key qui est encryptée. Quand on veut l'utiliser, on doit la décrypter, d'accord, en indiquant la passphrase. On a la master key qui est ici, et puis on va avoir les données qui vont être encryptées ou décryptées au vol avec cette master key qui est là. On peut, avec le /proc_crypto, /proc_crypto, je vous rappelle que proc c'est un file system virtuel qui vous permet de dialoguer entre le user space et le kernel. Et puis là, on demande, avec ce mot réservé ici, des informations du kernel qui concernent le LUKS. Voilà. Donc là, on va changer de sujet maintenant et on va faire un init_ramfs. Donc, un init_ramfs, rappelez-vous ce qu'on a vu au tout début du cours. Quand le système démarre, vous avez U-boot qui démarre, qui va lire un boot CMD, en réalité un boot SCR, un fichier boot SCR qui est dans la première partition. Et dans ce fichier boot SCR provient du boot CMD, qui se trouve dans ce fichier-là. Vous avez ici bootarg, qui sont les arguments de boot pour le noyau Linux. Vous avez notamment bien la Linux, quel est le TTY qu'il utilise pour la console, la vitesse de la console, quel est le root file system que Linux va utiliser. Dans quelle partition se trouve le root file system. Ensuite, on charge ici dans la mémoire RAM le kernel Linux à une adresse. On charge le flattened device tree à une adresse. Et ensuite, on fait boot i à cette adresse-là où le kernel a été chargé et où se trouve le flattened device tree. Voilà. Et là, vous avez ce tiret qui est extrêmement important, qu'on va utiliser après pour le init_ramfs. Donc ça, c'est le boot que l'on a vu sans le init_ramfs. Et ce qui se passait, rappelez-vous, vous avez la SD card, la mémoire RAM, le noyau Linux qui est chargé à cette adresse ici, le flattened device tree qui est chargé ici. Et puis vous avez la deuxième partition qui est le root file system, qui est indiqué à Linux dans ce paramètre-là. Et puis, hop, Linux va démarrer et après monter cette partition qui est là. Alors, un init_ramfs, vous avez une référence ici qui vous donne plus d'informations. C'est un root file system qui est chargé juste après que le noyau Linux est démarré. C'est le successeur de initrd. Alors, à quoi ça nous sert? Dans ce root file system, de ce init_ramfs, on a un root file system limité qui nous permet de faire des commandes. On est en user space. Il nous permet de faire des commandes que le kernel space ne permet pas de faire. L'utilisation de init_ramfs est optionnelle. Si on boot sans init_ramfs, le kernel va initialiser le hardware, les drivers, monter le root file system par défaut, et puis il va trouver la partition du root file system, monter ce root file system, et il va exécuter les scripts de démarrage. Voilà. Donc ça, c'est le fonctionnement normal, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Un init_ramfs vous permet d'intervenir avant avant de charger le root file system. Et il est possible d'effectuer certaines tâches juste après le démarrage du noyau Linux, certaines tâches que le root file system ne pourrait pas faire. Donc si je veux démarrer
avec un initramfs. Vous avez le noyau Linux qui est ici. D'accord. Vous avez quelque chose de nouveau, un initramfs qui est ici, qui se trouve dans la première partition aussi. Et puis vous avez Flattened Device Tree qui est où? Ici, voilà. Qui est comme avant, qui n'a pas changé. Alors, ça c'est ce que vous avez dans la première partition. Ensuite, en 2, vous avez le kernel qui est chargé dans la mémoire RAM. Vous avez le initramfs qui est chargé dans la mémoire RAM aussi. Initramfs, rappelez-vous, c'est ce fichier uinitRD qui est là. Il va être chargé dans la mémoire comme ça. Ce initramfs va contenir un root file system avec un fichier particulier qui est init. On le verra après. Puis vous avez un root file system avec les répertoires /etc, /bin, etc. Ça, c'est vraiment dans la mémoire RAM. Et puis, vous avez le Flattened Device Tree qui est chargé aussi ici. Le kernel, lui, ne va pas monter le root file system qui est dans la partition 2, mais il va monter ce root file system ici qui est dans le initramfs. Quand il fait ça, d'accord, il va exécuter le script init. Ce fichier qui est là, généralement, ça peut être un exécutable, mais généralement c'est un script bash qui est ici. Il va exécuter ce script-là. Et puis ce script va pouvoir exécuter certaines commandes particulières. Ensuite, quand il a exécuté ces commandes particulières, par exemple, il devrait se connecter avec SSH, avec SSL, vers un serveur distant qui contient des clés de décryptage. Par exemple, cette partition-là, ce sera un des labos que vous devrez faire. Cette partition-là va être cryptée avec Crypt Setup et il va falloir dans l'initramfs décrypter le vrai root file system. Pour ça, vous devrez avoir le Crypt Setup, la clé, il va falloir indiquer la passphrase de manière à pouvoir décrypter ça. Et la passphrase pourrait très bien se trouver sur un serveur distant. On accède à ce serveur avec SSH ou SSL. La clé est téléchargée dans le initramfs ici de manière sécurisée et on pourra décrypter cette partition-là. Par exemple, ensuite, quand ça c'est fait, là-dedans, il y a une commande qui s'appelle switch root qui va être faite, qui va switcher de ce root file system à celui-ci. Voilà. Alors, on va regarder maintenant les différences qu'il y a. Ça, c'est le fichier bootcmd que l'on connaît. Aucune différence ici, aucune ici, aucune ici. Il y a ça comme différence. Vous avez un fichier supplémentaire qui est uinitRD. Ce uinitRD, c'est celui-ci ici. Et ça, c'est le initramfs qui va être chargé en mémoire RAM avec cette commande-là. Et on l'a mis à cette adresse ici, 5000 puis 000. Donc il est chargé là. Et quand on boot, eh bien, rappelez-vous, avant on avait un tiret. Ici, vous avez l'adresse du initramfs. Et on boot là-dessus. Donc là, alors voilà, on a ça, le noyau qui est ici, le flatten device tree. Voilà. Alors après ces trois commandes qui sont là, on a exactement ça en mémoire RAM, le kernel qui est ici à cette adresse, le flatten device tree à cette adresse, et le initramfs qui se trouve à cette adresse-là. Ce qu'on va voir maintenant, c'est comment on construit ce initramfs. Donc, rappelez-vous, c'est un file system c'est un root file system tout à fait standard.
qui va être mis ici. On a là-dedans ce qu'il y a dans ce root file system. Il y a un répertoire /etc, /bin avec /lib, etc. Alors, pour copier ça, pour faire ce uinitRD, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin, rappelez-vous, vous avez dans ce répertoire-là, nano, build root, output target. Dans target, on a ici, on a le root file system, on est sur le disque dur de notre ordinateur et on a le root file system complet qui va être téléchargé sur le rootfs, qui est le rootfs qui se trouve sur SD card. C'est vraiment ce qu'il y a dans cette partition-là, la partition 2, se trouve sur notre disque dur dans ce répertoire-là. Première chose, on va copier, là on a tout le root file system ici, copier les bons fichiers dans un répertoire que j'ai appelé ici, dans mon home directory, j'ai créé un répertoire /ramfs. Voilà. Et je vais prendre quelques fichiers ici, quelques dizaines de fichiers ici, au lieu d'en avoir, là vous en avez quelques centaines, ici, on va prendre quelques dizaines de fichiers, mais les bons, et les copier dans ce root file system qui est ici. Quand ça c'est fait, on verra comment est-ce qu'on choisit les bons ici. Quand ça c'est fait, on va utiliser le programme cpio. On va copier ces fichiers dans une archive de type cpio. Ça doit être ce commande-là parce que le format d'un initramfs est prédéterminé. Et c'est cette commande-là qui permet de faire ça. Ensuite, on obtient un fichier qui s'appelle initRD. Qu'est-ce qu'on va faire? On va comprimer ce fichier. On va avoir un fichier initRD.gz. Et ensuite, on va ajouter un header uboot. Tout simplement avec la commande mkimage. Et vous avez, je crois, 64 bytes qui sont ajoutés avant ce fichier, au début de ce fichier-là, vous avez 64 bytes qui sont le header uboot qui sont ajoutés. Et là, vous avez ce fichier uinitRD qui va se trouver dans la première partition de la SD card et qui va être copié à cette adresse ici. Alors, pour pouvoir faire ça, il faut que votre kernel permette le initramfs. Donc pour faire ça, vous devez configurer le kernel. Pour faire ça, il faut venir dans build root, make linux menu config, et puis ici vous avez general setup, et là vous avez cette information là à cocher. Il faut encore, voilà, ce file system particulier /dev tmpfs va remplir un répertoire /dev et vous devez activer ça dans le noyau aussi. On va l'utiliser ici. On l'a vu dans le chapitre précédent sur les file systems. C'est un file system qu'il faut activer dans le noyau. Il est possible, mais ça se fait pas couramment, ça, c'est d'intégrer ce fichier-là, d'accord, directement dans le noyau. Mais c'est quelque chose qui ne se fait pas habituellement. Voilà. Alors, comme on l'a dit, ce initramfs, c'est un cpio archive file. D'accord, c'est ce qu'on a vu ici, hein. Là, ce fichier-là, c'est une archive avec ce format ici. On peut générer de manière automatique un initramfs avec une commande genkernel ou drag out, mais on ne sait pas trop ce qui se passe. Et nous, ce qu'on va faire, on va le faire de manière manuelle. Et ça va permettre de comprendre aussi comment Linux démarre.
parce que là, on va vraiment comment est-ce qu'un root file system Linux démarre. Un initramfs doit contenir au minimum un fichier /init. Alors pourquoi est-ce qu'on a ça? Quand le noyau Linux démarre, la dernière méthode, le noyau Linux va effectuer cette méthode-là, start kernel, qui se trouve dans les sources du noyau Linux. C'est le fichier init je pense, /mine. Et dans ce mine ici, il y a, on va chercher dans la partition de boot, en l'occurrence le initramfs, un fichier qui s'appelle init. Voilà, il y a ça là qui doit se trouver. Il y a un init qui doit se trouver ici. Ce script init, d'accord, qu'est-ce qu'il contient? Il doit contenir il fait différents mounts qui sont des fichiers virtuels, proc, /proc, le /sysfs. On va devoir avoir cette information-là. On va faire un mount de /dev ce bloc. Donc ça, c'est la deuxième partition, comme on le voit ici, de la SD card. Cette deuxième partition, pourquoi c'est la deuxième partition? Parce que rappelez-vous, la SD card, vous avez la première partition qui est là, la deuxième partition qui est ici. Et ça, cette deuxième partition, c'est ce qui est là. Et puis, on est dans le initramfs, et puis on va faire un mount de cette deuxième partition, et on va accéder à cette deuxième partition par ce répertoire qui est là. Donc ça veut dire, on est dans cette partition qui est ici, on va faire un mount dans le script qui est là, de manière à accéder à cette partition-là, et puis on y accède par un répertoire que j'ai appelé ici new root, je crois, new route. Il est où? Voilà, new route ici. Donc avec ça, on va permettre d'accéder à la deuxième partition de l'SD card qui est finalement le root file system final. On va depuis ici avec ce /dev tmpfs, rappelez-vous, on va remplir ce /dev ici qui est /dev, si vous regardez, se trouve dans la deuxième partition. D'accord. On va mettre ça, tous les node files que le noyau Linux connaît. On les remplit de cette manière-là, grâce à cette option qui est ici, qui se trouve dans le noyau Linux. Et ensuite, on fait un switch root. Le switch root commute depuis le initramfs vers ce new root. Et ce new root, c'est la deuxième partition de ma SD card. Alors maintenant, ça c'est le init script ce qu'il fait. On va voir le init script. On va voir maintenant comment est-ce que je vais mettre rappelez-vous, je vous avais dit, on doit prendre des fichiers qui se trouvent ici et les copier dans un répertoire que j'ai appelé home ramfs qui contient uniquement les fichiers nécessaires pour le root, pour le initramfs qui est là. Alors, chose importante. Quand on démarre une application, par exemple LS, d'accord, LS utilise des librairies dynamiques. J'ai le programme LDD LDDLS qui me dit qui me liste toutes les librairies dynamiques utilisées par le programme LS. Alors, si je viens maintenant dans mon initramfs,
Voilà, je suis ici. J'ai le programme ls qui se trouve dans /bin. Si j'exécute ls, il est nécessaire d'avoir toutes les librairies que le programme ls utilise, qui se trouvent dans ce initramfs ici. Alors, voilà. Donc, avec cette commande LDD, il est possible de retrouver toutes les librairies que le programme ls utilise. Ces librairies se trouvent généralement dans des répertoires /lib 64. On le voit ici. D'accord. Donc on sait où se trouvent ces librairies. Vous avez aussi possibilité d'utiliser le programme strings. Si je fais strings ls, qui affiche tous les strings qui sont contenus dans ls. Puis si je fais un pipe greplib, eh bien, il va me retrouver ces différents noms qui sont là. Voilà. Et de cette manière-là, je peux aussi connaître les noms des librairies, les librairies dynamiques utilisées par le programme ls. Alors, si je refais la même chose pour le programme setup, alors une autre manière de trouver les librairies dynamiques utilisées par un programme, c'est d'utiliser strace. strace, j'en avais déjà parlé, ça vous permet de capturer tous les appels système entre le user space et le kernel space. Si je prends la commande setup, je vois que strace ouvre toutes ces librairies ici. Donc là, si je veux utiliser script setup, je dois avoir toutes ces librairies présentes sur mon file system, que ce soit le root file system ou que ce soit le init ramfs, le RAM system, le root file system qui est en RAM. Alors, nous, on a de la chance, c'est que la plupart des programmes utilisent BusyBox. On l'avait vu lors du premier cours. Rappelez-vous, BusyBox, c'est un programme qui englobe énormément de programmes Linux. Si je suis sur le PC et que je viens dans Nano Build Root Output Target, qui contient toute l'image du root file system, voilà, je viens dans bin, je fais string BusyBox, je vois que BusyBox, eh bien, utilise ces librairies qui sont là. D'accord. Donc ces librairies qui sont là, il est nécessaire qu'elles soient présentes dans le root file system. No. Encore une chose, où se trouvent ces librairies dans le root file system? Alors si je suis sur le NanoPi, et puis que j'exécute strace-fls, ls, on sait que ls utilise BusyBox, on voit qu'avec ce programme strace, eh bien, vous avez resolve, etc., qui se trouve dans la librairie /lib64. Le libc aussi, etc. Donc je sais dans quel répertoire se trouvent ces librairies ici. Là, donc c'est ce que je viens d'expliquer là. Alors maintenant, je sais que Buildroot utilise ces trois librairies qui sont là. Alors, je viens dans ce répertoire-ci, et puis je regarde dans lib64, j'ai effectivement cette librairie-là, et ça, un lien symbolique. Donc là, vous avez le code de la librairie dynamique, d'après la dimension, et ça, c'est pas autre chose qu'un shortcut, qu'un lien symbolique vers ce fichier qui est là. Pour cette librairie lib-resolve, j'ai exactement la même chose. Et puis maintenant, j'ai pour cette librairie ici, BusyBox, on sait que BusyBox utilise aussi cette librairie-là. Alors je regarde comment est-ce que c'est fait. Je viens dans lib64 et puis là-dedans, on a ce lien symbolique
qui pointe vers cette librairie ld.2.30.so et puis vous avez cette librairie qui est ici. Et je vois qu'on a strictement la même chose. D'accord. Cette librairie, elle est aussi copiée dans le répertoire /lib. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait comme ça, je ne pourrais pas vous dire, mais on va faire exactement la même chose. Et puis dans /lib, il y a aussi ce lien symbolique vers cette librairie qui est ici. Donc nous, pour utiliser BusyBox, on va devoir copier ces librairies-là et les mettre dans les bons répertoires. Alors, ce que je veux avoir dans mon initramfs, c'est ça là. Voilà. Ici, j'ai un résumé de mon initramfs. J'ai un répertoire /bin avec ces commandes-là. Je vais mettre mknode, mount, ln, sleep, umount, ls, mkdir, sh, busybox. D'accord. Et puis, dans le répertoire sbin, je veux avoir switchroot. Je veux créer /proc. Dans mes librairies, lib64 et lib, je veux avoir ça. Ici, mes librairies dynamiques avec des liens symboliques qui correspondent. Dans /dev, je veux avoir ces notefiles ici. Rappelez-vous, random et puis urandom, crypt setup utilise ces deux générateurs de nombres aléatoires. J'ai ces notefiles ici pour accéder comment est-ce qu'on appelle, à la SD card. Dans le répertoire etc, il n'y a rien. Je le crée, mais il n'y a rien. Home, il n'y a rien. Il y a ce script ici qu'on a vu précédemment, qui est ce script ici. D'accord, qui devra se trouver là-dedans. /6, il n'y a rien. Il y a ce répertoire newroot qui va nous permettre d'accéder à la deuxième partition de la SD card. Et puis le répertoire root où il n'y a rien. Le script, voilà, ça c'est le script qui va vous permettre de construire ce root file, ce initramfs qui est ce root file system qui va être en mémoire RAM. Et ici, vous avez voilà, le script qui est ici. Je mets ça dans, je suis dans, voilà, je viens dans mon home directory et puis je crée ce répertoire ramfs. Ensuite, dans ce répertoire ramfs, je crée ces sous-répertoires qui sont là. Ces sous-répertoires, ce n'est pas autre chose que ceux qui sont ici. Je commence à remplir les informations dans ce sous-répertoire. Je crée dans dev, c'est les notefiles qui sont ici. Alors c'est clair que j'ai été regarder les major numbers et les minor numbers correspondants et je crée tous ces notefiles là avec les bons major numbers et minor numbers. On vient dans bin. Dans le répertoire bin, je dois avoir ces fichiers là et je sais que qu'est-ce que je fais? Je copie BusyBox qui se trouve dans, rappelez-vous, output target bin, BusyBox, je copie dans ce répertoire-là. Je crée tous les liens symboliques pour les différentes commandes que je veux. Je veux le programme strace. Le programme strace n'est pas un lien symbolique vers BusyBox, c'est vraiment un programme à part entière que je copie. Dans sbin, je mets switchroot, c'est un lien symbolique, voilà, vers BusyBox. Je copie les librairies que je veux, d'accord, avec les liens symboliques correspondants. Dans le répertoire lib, la même chose. Ici, on crée le script init. Je crée le script init avec ces commandes. C'est une manière, à l'intérieur d'un script, d'initialiser un fichier. Et ça, c'est les commandes qu'on a vues précédemment. Ce script init. Je le rends exécutable.
je remonte d'un répertoire et je change ici le propriétaire, au lieu que ce soit le user, en l'occurrence Schuller, le propriétaire, je dis que c'est root, le propriétaire de tous les répertoires et fichiers qui sont dans ce RAMFS. Et ensuite, on doit venir dans ce répertoire-là. Voilà, oui, venir dans RAMFS ici. Faire cette commande ici. Cette commande, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va copier tous les fichiers qui sont ici, la commande find, les copier, les passer dans cet utilitaire CPIO avec ses paramètres et rediriger ça dans ce fichier ici. Donc cette commande qui est là, c'est pas autre chose que ce qu'on avait vu précédemment, qui est là. On a dans Home RAMFS tout ça qui a été initialisé. Je viens dans le fichier, c'est dans l'exécutable CPIO qui me génère ce fichier. Je vais zipper ça et ensuite mk image qui est le initRD qui est ici. Donc si je viens, voilà, on est là. Je zip, d'accord, et je rajoute le header ici. Voilà, maintenant, ce fichier-là, alors qu'est-ce que j'ai fait? Après, ce fichier, effectivement, il faut, alors, obligatoire, c'est voilà, le copier, voilà, dans la première partition ici. Vous devez modifier ce boot CMD de manière à rajouter ça et ça. Et ensuite, le système devrait booter. Alors, on va ici, j'ai fait ça. Donc là, je viens de plugger ls l/dev/dtyu. Oui, d'accord. Donc je vais démarrer. Ah, non, c'est bon. Sudo minicom-s. Voilà. Maintenant, je démarre. Donc là, vous avez uboot qui démarre. On va revenir sur les commandes après, ici, plus en détail. Voilà. On voit qu'ici, je reviendrai là-dessus, il y a ce RAM10 qui a démarré. Le kernel Linux démarre. Et ici, j'arrive dans une place, c'est pas le truc habituel. Alors là, je suis dans, alors analysons un tout petit peu ce qui s'est passé. Au tout début, voilà, j'ai ça qui a été chargé à cette adresse-là. Il voit quel type de RAM file system c'est, etc. Et le noyau démarre de manière tout à fait standard ici. Quand il démarre, il va... Alors si je viens plus loin, voilà, il va exécuter ce slash init. Rappelez-vous, on est où? Voilà, il va exécuter ce script init qui est là. Et ce script init, alors moi je l'ai bloqué. Si je fais ls, je suis dans mon init ramfs. J'ai mon script init qui est ici. ls, alors cat init, cat, slash bin, est-ce que c'est des bin? Ah, vous voyez, j'ai pas le cat, donc je peux pas visualiser ce fichier-là. Mais ce fichier,
Euh, voilà, donc là, je suis dans le init ramfs et je n'ai pas le programme 4, donc je ne peux pas visualiser ça. Ce que je vais faire, je remonte d'un niveau. Voilà, là, je suis dans mon répertoire RAM. Je suis là-dedans. D'accord. Et je suis sur mon ordinateur et j'ai ce fichier init qui est ici. Init. Et puis maintenant, j'ai ça. Alors, ce que j'ai fait des échos. Voilà, on les voit ici. Script 1, script 2, ça me permet de voir où je passe. Là, je vois que j'ai fait le mount de ça. Ici, j'ai dans le répertoire New Root, je peux accéder à la deuxième partition de SD card. Ici, j'ai fait une population, j'ai initialisé les node files dans la deuxième partition de SD card. Et puis, hop, pardon, là, j'ai fait le script 3. Et au lieu de faire ça, j'ai fait ça. C'est pour ça que j'ai le prompt qui est ici. D'accord. Donc maintenant, si je passe par new root, j'ai fait ls slash new root, je vois hop, ici la deuxième partition de ma SD card. Et maintenant, si j'effectue cette commande-là, eh bien, je vais terminer mon initramfs et puis basculer sur le root file system de la SD card. Donc, je fais hop, exec, switch root slash new root slash s, alors bin, init. Ici, je vais exécuter le programme init qui se trouve sur ma deuxième partition de la SD card. Voilà. Et là, on a démarré, voilà, ici, comment est-ce qu'on appelle, les scripts d'initialisation habituels. On a ça qui a démarré et je suis maintenant dans mon root file system.